Aujourd'hui, je vous présente le livre L'enfer derrière les barreaux, l'histoire de Stéphane Zybowski, incarcéré à tort dans la pire prison au monde. Ça débute en décembre 1994, alors que la vie de Stéphane tourne au drame. Pensant amorcer avec sa famille une carrière prometteuse dans le concassage du quartz au Venezuela, il est vite arrêté pour avoir transporté des contenants qui, à son insu, avaient été remplis de cocaïne. Malgré l'absence de preuves, Stéphane est incarcéré à la Maxima de Carabobo, surnommé le Monstre, où les détenus sont confinés dans de minuscules cellules surpeuplées, infectes et insalubres. Les hommes sont sauvagement battus et vivent comme des bêtes dans la noirceur quasi totale. Alors que sa mère tente l'impossible pour le libérer de ce calvaire, personne ne peut avoir la certitude qu'il en sortira vivant. J'accueille donc en entrevue Stéphane Zybowski qui raconte son histoire dans ce livre qui est très touchant mais très dur aussi à la fois. Bonjour, Monsieur Zybowski. Bonjour. Il faut dire tout d'abord que le Venezuela, c'est un pays que vous connaissiez déjà parce que votre femme était vénézuélienne. Vous y aviez travaillé. Alors, c'est pas une histoire de voyageurs naïfs qui se font prendre par des gens mal intentionnés. C'était déjà un pays que vous connaissiez et c'est votre père, en fait, qui vous a entraîné dans cette histoire assez sordide. Lui a toujours nié son implication, mais on laisse le lecteur faire la part des choses là, avec ce qui est dans le livre. Mais bref, c'est ça. Je suis allé là pour travailler, et puis cette incroyable histoire où est-ce que je me fais appeler pour me rendre au bureau là, de la belle famille de mon père. Et où on m'attend avec des mitraillettes. Je me fais demander si je suis au courant d'un certain chargement. Puis effectivement, moi, mon père m'avait demandé de l'aider à charger ces barils-là dans un camion. Fait que là, il m'annonce qu'il y avait 550 kilos de cocaïne dans ces barils-là. Tu sais, moi, je connaissais un peu là, les prisons, l'histoire des prisons, comment est-ce que ça fonctionnait avec les gardes. Et puis en tout cas, je peux vous imaginer comment est-ce que je me sentais, là, Seigneur. Oui, parce que Qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de présomption d'innocence au Venezuela. En fait, il devrait y en avoir une, là, selon les règles, mais il n'y en a pas vraiment. Là, surtout si on est accusé de trafic de drogue, c'est pratiquement comme être coupable en partant. Alors, il n'y a aucune présomption là, d'innocence. Oui, c'est ça. Ils avaient les informations que possiblement mon père était impliqué, mais vu que lui n'était pas là, moi, le beau-père de mon père, sa belle-mère, sa femme, bref, ils mettent à peu près tout le monde qu'ils trouvent en prison et puis ils font la part des choses après. L'histoire s'est passée dans les années 90, mais pourquoi avoir écrit ce livre maintenant là, dans votre vie? En réalité, le livre, je l'ai écrit quand j'étais en prison, sur des bouts de papier que je réussissais à sortir clandestinement à ma femme, ma mère, parce que les gardes là-bas ne veulent pas qu'on raconte ce qui arrive à l'intérieur des prisons. À ma sortie de la prison, j'ai mis tous ces papiers-là ensemble et j'ai tenté de faire publier le livre. Et puis, j'ai pas eu de succès. Il n'y a pas eu de maison d'édition qui ont accepté de le publier. Alors moi, j'ai un peu oublié cette histoire-là. Et puis ma mère, par la suite, récemment, a décidé de, elle, raconter son histoire de sa perspective à travers tout ça. Et puis, elle a aussi tenté de faire éditer le livre sans succès. Par contre, une maison d'édition a recommandé que si nous étions capable de fusionner nos deux textes ensemble pour que l'histoire se raconte d'une part de la mienne à l'intérieur et de l'autre part à l'extérieur, là, il serait intéressé. Alors, c'est un peu comme ça là, que, suite après tant d'années, que ma mère et moi, on s'est mis ensemble pour fusionner les deux textes et c'est ça qui a créé le livre. Et c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant de lire cette histoire-là parce qu'on a vraiment le point de vue de vous, ce qui vous est arrivé en prison et comme vous l'avez écrit
pendant que vous étiez à l'intérieur des murs, bien évidemment, là, c'est pas basé sur des souvenirs, là, c'est vraiment les faits réels. Et en plus, votre mère, alors on voit ces allers-retours nombreux qu'elle a fait entre le Québec et le Venezuela, les rencontres avec les avocats, les ambassades, et à quel point il y avait quelque chose pour devenir complètement folle et inquiète et en perdre la santé, là, tellement c'est compliqué d'obtenir justice. Ouais, puis c'est un peu la partie la plus difficile. Les gens me demandent des fois c'est quoi qui a été le plus difficile pour toi quand tu étais emprisonné. Et puis évidemment, ce que je vivais, la souffrance, torture, on peut en dire long, mais étrangement, c'est de savoir ce que ça fait à ta famille et puis aux gens qui sont en dehors, que moi je trouvais qui était le plus difficile. À l'intérieur des murs, moi j'avais le contrôle sur ma vie, ma réalité, mais de savoir que ma mère, ma femme, les gens qui tentaient de m'aider ne savaient jamais qu'est-ce qui pourrait m'arriver du jour au lendemain. Et puis le stress pour eux de devoir vivre ça constamment, je trouvais ça très difficile. Il y avait comme une culpabilité, je sais pas comment l'expliquer, là, je me sentais tellement mal de savoir qu'est-ce qu'ils doivent vivre. Surtout que vous n'avez pas eu beaucoup d'aide. Ambassade canadienne, on ne vous a pas vraiment aidé, là, à part à un moment donné, ben, vous recommander de plaider coupable pour pouvoir être rapatrié au Canada, mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup d'aide de l'ambassade. Non, non. Ben, ils m'ont envoyé des journaux une fois de temps en temps, où est-ce que j'ai pu m'informer, mais à part de ça, non. Alors, comment on fait pour garder espoir? Parce qu'il y a parfois des petites lueurs d'espoir en disant, ben oui, là, la juge va rendre son jugement bientôt, mais là, finalement, ça prend 3 mois, ça prend 6 mois. Comment on fait pour garder espoir et s'en sortir vivant? Ben, je crois que moi, j'avais 4 enfants, 4 jeunes enfants à l'époque. J'étais marié. Je crois que c'était de simplement me rendre à l'évidence que j'avais une responsabilité de rester en bonne santé, sain d'esprit, parce que j'allais sortir un jour et puis il fallait pas que je sorte en légumes, si on veut. Je voulais être capable de reprendre mes responsabilités, si on veut, comme c'était avant. Et je crois, juste ça, là, ce désir-là, de l'espoir de savoir que j'allais sortir. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me fait sourire à la fin de votre ouvrage, parce que quand vous revenez au Québec, vous devez faire quelque temps en prison ici. Là, c'était la condition pour pouvoir être rapatrié. Et là, vous trouvez que vos co-détenus en prison québécoise se plaignent pour rien. Et là, vous vous êtes pas fait d'amis, hein? Ah, c'était épouvantable. Puis je regrette un peu là, d'avoir été... parce que je pouvais pas résister c'est quand que je me suis assis la première fois à la cafétéria et puis je venais de me faire servir le choix entre 2 types de mets. J'avais un fruit, des légumes, un petit casseau de lait, du dessert, je veux dire, des ustensiles pour manger avec. Et puis que les gars à côté de moi disaient, regarde la charogne qui nous donne à manger. Puis moi, il fallait que je dise quelque chose, puis je disais que j'acceptais pas. Tu sais, que ces gens-là parlent comme ça. Je dis, écoute, vous savez pas ce que c'est là, de manger de la charogne, les gars. C'est comme un cas d'été ici. Là. Ça serait important de le reconnaître, me semble. Parce que vous aviez véritablement vécu l'enfer et je suis bien contente pour vous que maintenant ça aille mieux, que cet événement-là soit derrière et que vous soyez serein. Hein, c'est ce qui ressort beaucoup de ce livre-là, c'est à quel point maintenant vous êtes serein avec cette histoire-là. Oui, il y a un dicton qui dit qu'il y a toujours du bon dans les choses, aussi étrange que ça peut sembler. De vivre cette histoire-là, je dirais, a fait de moi une meilleure personne. La manière avec laquelle je regarde la vie, la manière avec laquelle je traite les autres personnes a beaucoup changé. Quelque chose comme ça a un effet
indéniable sur le caractère d'une personne. En tout cas, la résilience, c'est certainement un mot qui vous convient bien. Stéphane Zbigowski, je rappelle que ce livre, votre récit, s'appelle L'enfer derrière les barreaux, incarcéré à tort dans la pire prison au monde. Un livre que vous co-signez avec votre mère Françoise. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci à vous.